Alors bonjour tout le monde, alors qu'est-ce que vous avez trouvé là comme résultat? Donc ce que l'algorithme va afficher à la fin. Est-ce que quelqu'un a trouvé? J'ai trouvé 6. Je sais pas si c'est ça. Hmm, non, ça va pas être 6. Ça va pas être 3 non plus. Non, vous avez rien trouvé d'autre? Alors bon, on va le faire puisque vous avez dû faire une petite erreur à un endroit. Alors, donc ça va afficher donc calcul 3 4. Donc comme calcul est défini avec en paramètres petit a et petit c, ça veut dire que dans notre cas, on prend petit a égale à 3 et petit c égale à 4. On a b qui prend la valeur a plus c, donc là on va avoir b égale à 7. Et ensuite on a une boucle. Alors cette boucle, elle va se répéter combien de fois ici? C'est faux. Voilà, c fois. Et donc dans notre cas, comme on a pris c égale à 4, donc ça va se répéter 4 fois. Ok. Et donc 4 fois de suite, on va faire l'instruction b égale b moins 3. Donc on va avoir au bout de la première fois, donc b égale à 7 moins 3, donc égale à 4. Ensuite, une deuxième fois, ça nous donne b égale à 1. Une troisième fois, ça nous fait b égale à moins 2. Et enfin, la quatrième fois, b égale à moins 6. Euh, et ensuite, donc, ce que va retourner la fonction, c'est donc a plus b moins c. Et dans notre cas, donc a plus b moins c, ça nous fait donc 3 moins 6 moins 4. Et ça, donc, ça nous fait moins 7. Alors que je vérifie. J'ai fait une. Ah non, pardon, je me suis trompé quelque part. Là, c'est pas moins 6, c'est moins 5. Pardon. Hop. Ouais, donc ça change à la fin. Donc moins 5 ici. Et donc 3 moins 5 moins 4, ça nous fait moins 6. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, juste pour vous afficher l'algorithme, hein, on a bien moins 6 à la fin quand on lance le programme. Oui, oui, merci Pauline de l'avoir remarqué, très bien. C'était bien moins 5. Et donc moins 6 à la fin. Est-ce que, est-ce que vous avez compris les erreurs que vous avez faites, ceux qui m'ont, enfin Pauline et Rustique, et peut-être les autres si vous n'avez pas trouvé moins 6 à la fin? C'est bon, vous avez bien compris? Ok. Alors, on continue nos exercices. Alors, je regarde juste ma liste parce que je ne sais plus tout à fait où on en était. Est-ce qu'on avait fait le 70, page 162? Euh, non, on n'avait pas dû le faire. Je crois qu'on s'était arrêté au 69. Donc, exercice 70, page 162. Je vais juste vérifier quand même. Euh, oui, c'est ça. On avait fini le 69. Donc, exercice 70. Alors, lorsque l'on demande à une personne de choisir un nombre entre 1 et 100,
le nombre 1 n'est pratiquement pas choisi. Après une étude organisée sur un panel de lycéens, il a été constaté que le nombre 1 n'a été choisi que par 0,0111% des lycéens, chose incroyable. Supposons que l'on choisisse cette fréquence comme probabilité de l'événement, le 1 est choisi. Nous allons simuler l'expérience, choisir 1 ou non par un programme sous Python. Donc là, on a notre épreuve de Bernoulli, hein, soit on choisit 1, soit on choisit autre chose. Alors on a la fréquence, enfin la probabilité qui est donnée, puisqu'on choisit donc cette fréquence comme étant la probabilité d'obtenir un 1. Et donc vous avez ce programme pour faire la simulation. Alors pour analyser ce programme, vous avez donc à répondre à quelques questions. Première question, que renvoie la fonction à la ligne 8? Donc la ligne 8, vous avez les numéros des lignes hein, sur le manuel. Là sur ma capture d'écran, elles y sont pas. Et donc la ligne 8, c'est ça. Return un sur, 1 pardon, sur n. Alors à quoi ça correspond ce 1 sur n? Donc dans la fonction qui a été définie, donc qui s'appelle 1 ou non avec en paramètre un petit n. Donc au début 1 égale 0 et ensuite une boucle donc pour i dans range n. Donc if random plus petit que 0,00111, 1 égale 1 plus 1. Et donc à la fin de cette boucle, return 1 sur n. Alors ça va être quoi ce retour là, ce 1 sur n, ça va correspondre à quoi? Si on fait une phrase, on peut dire que c'est quoi? C'est une probabilité, c'est quoi? Il n'y a même pas marqué lui. Oui, ici c'est pas marqué sur ma capture d'écran, mais dans votre manuel c'est marqué. Mais sinon la ligne 8 c'est là, hein. Enfin vous pouvez compter vous aussi. Mais la ligne 8 c'est celle-ci. C'est return 1 sur n. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce nombre 1 sur n? Il a été calculé grâce à quoi? Bon, je vais peut-être lancer le programme une fois pour qu'on ait un exemple. Donc là vous avez votre programme. Bon, je l'ai mis en entier, mais. Ah oui, c'est vrai, il faut attendre que ça charge à chaque fois. C'est 0 sur quelque chose, non? Euh, alors le 1, attention, le 1 il vaut pas 0 tout le long de la fonction. Il vaut 0 au début. Par contre, après, on a une boucle qui va faire que notre 0, on va lui rajouter 1 certain nombre de fois. Alors quand est-ce qu'on lui rajoute 1 à ce 0 là, enfin à ce 1? Bon, UN égale UN plus 1. oui, et on fait ça dans quel cas? Alors, juste pour vous montrer, donc si je lance 1 ou non, je vais mettre 100 par exemple. Donc si je demande ça, ça me répond 0,16 ici. Bon, je peux faire avec autre chose que 100. 0,119 par exemple, pour 1 ou non de 1000. Mais si je le relance plusieurs fois, encore une fois, il y a de l'aléatoire, donc on n'obtient pas la même valeur à chaque fois. Mais donc tous ces nombres-là, on peut dire que c'est quoi? Ça correspond à quoi tous ces nombres qu'on obtient? Alors oui, Rustique, j'ai pas entendu. Des probabilités.
Est-ce que c'est des probabilités, ça? Non. Alors, ça a un lien avec une probabilité, mais c'est pas calculé comme étant une probabilité. C'est autre chose enfin, on appelle ça autrement, ce nombre-là. Là, c'est un certain nombre divisé par n. Ça permet de calculer quoi? Une fréquence. Voilà, une fréquence. Ok. Donc, notre fonction, là, à la ligne 8, elle renvoie la fréquence. Alors, la fréquence de quoi maintenant? Les noms choisis. Des noms choisis? Non, les noms. La fréquence des nombres, ouais, mais c'est-à-dire. Parce que des nombres choisis, il y en a combien en fait? Non, le nombre est choisi. Oui, mais ça veut dire quoi ça? Hmm. La fréquence du nombre choisi. Alors, on regarde quoi sur le nombre qui est choisi à chaque fois? Qu'est-ce qui nous intéresse sur le nombre qui est choisi par une certaine personne? Est-ce que ça nous intéresse vraiment quel nombre c'est? Si c'est un 80 ou si c'est un 96 ou je ne sais quoi, ou un 59? Est-ce que c'est important ici dans notre simulation? Relisez bien l'énoncé. On regarde quoi à chaque fois qu'on choisit un nombre? Ah, quand même, là-dedans, on vous parle de quelque chose de particulier. On vous dit, supposons que l'on choisisse cette fréquence comme probabilité de l'événement, le 1 est choisi, nous allons simuler l'expérience, choisir un ou non. Donc en fait, ce 1 là, il va compter le nombre de fois où le 1 va être choisi sur n personnes. Donc quand je lance euh, 1 ou non 1000, bah, ça veut dire que ça va faire comme s'il y avait 1000 personnes qui choisissaient un nombre et ça va nous renvoyer la fréquence de 1 qui ont été choisis. Enfin, la fréquence de fois où le 1 a été choisi. Bien que. Ah, je me suis trompé dans mon programme, là, j'ai oublié des zéros. Hop, voilà. Hop, voilà. Plutôt 0,01. Bon, ça répond souvent 0,01. Bon, bah donc, bon, c'est un peu moi qui ai donné la réponse là quand même. Mais donc la fonction, elle va nous renvoyer la fréquence de, de 1 parmi les, parmi les 100 personnes, enfin parmi les n personnes pardon, interrogées, les n lycéens interrogés. Puisque nous, quand il y a un lycéen qui est interrogé, il y a deux possibilités. Soit il va choisir le 1, soit il va choisir un autre nombre que le 1, quand on lui demande un nombre entre 1 et 100. Mais donc, comme on sait qu'il va choisir le nombre 1 avec une fréquence, enfin avec une probabilité de 0,00111, et ben c'est là qu'on a notre épreuve de Bernoulli dans le programme. Donc si notre nombre random est plus petit que 0,00111, ça simule le fait que la personne a choisi un 1. Donc on rajoute un plus 1 à notre nombre de 1. On fait ça n fois. Donc si on le fait 1000 fois, bah, peut-être qu'on a 10 lycéens qui ont choisi euh, le nombre 1. Bah, à la fin, on renvoie le nombre de 1 divisé par le nombre total de lycéens qui ont été interrogés ici dans notre fonction. Euh,
enfin de manière aléatoire évidemment. Euh, mais donc ça renvoie la fréquence au final. Bon, est-ce qu'il y a des questions là? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas claires là sur cette fonction 1 ou non? J'ai l'impression que vous n'avez pas trop compris comment elle marchait cette fonction. C'est bon ou pas? Non. Non, c'est pas bon? Pas bon. Alors, elle marche comme celle de d'habitude. Par exemple, quand on veut simuler un lancer de dés, ben, on faisait def lancer euh, ouais, non, pas comme ça. Enfin, si on veut simuler un lancer de dés, on fait if, donc random, donc on tire un nombre aléatoire. S'il est plus petit que 1 sur 6, par exemple, enfin, si on veut compter le nombre de fois où on a obtenu 6, euh, bah, notre résultat, bah, res, on peut lui rajouter 1 pour dire qu'on a obtenu le 6 une fois. Et sinon, donc on met else. euh, Bah sinon on fait rien. Oui, non, j'ai pas besoin de mettre le else. Et ce truc là, donc si je veux le répéter, bah, je mets une boucle. Donc pour i euh, entre 0 et enfin, je peux mettre range 10 par exemple, si je veux lancer 10 fois mon dé. Comme ça, je lance 10 dés à la suite, et à chaque fois que j'obtiens un 6, en gros, mon nombre res, je lui rajoute 1. Alors ça veut dire que mon nombre res, il faut qu'il ait commencé à 0. Ça, ce serait pour un lancer de dés. Mais là, ça marche de la même manière. Vous voulez interroger en fait n personnes. Donc à chaque fois qu'on interroge une personne, quand il choisit un 1, ben, on rajoute 1 à notre nombre 1 là. Bon, c'est un peu difficile de vous expliquer ça à l'oral vu qu'il y a écrit 1 partout. Mais donc ce UN là, ce 1, il va compter le nombre de personnes parmi les N qui ont choisi le nombre 1 quand on leur a demandé un nombre entre 1 et 100. Donc à chaque fois que notre nombre aléatoire il est plus petit que 0,00111, bah, ça veut dire que la personne a choisi un 1. Par contre, quand notre nombre aléatoire il est plus grand, alors sachant que random c'est un nombre entre 0 et 1, si on regarde tous les nombres qui sont plus grands que 0,00111, il y en a quand même énormément. Donc il y a une très faible probabilité qu'on obtienne le 1 au final. Mais donc, si on lui indique, donc grâce à la boucle ici for, on va pouvoir interroger plusieurs personnes à la suite, et à la fin, on affiche la fréquence parmi les n personnes, la fréquence qui ont choisi le 1. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Pas de questions? Bon. Bon, alors ici, question 2. Combien de simulations sont demandées et sur quel effectif de population? Donc si vous regardez le reste, le reste du programme, au final on va faire combien de simulations? On va simuler 500 000. Alors pas 100 000, mais oui Pauline, 5000, ok, très bien. Hein, on voit qu'ici, on crée une liste, alors vide au début, mais on lui rajoute à chaque fois une des fréquences calculées grâce à la fonction ici. Mais donc effectivement, la liste qu'on va créer, bah, va y avoir 5000 valeurs dedans, puisqu'on va rajouter 5000 fois une fréquence.
Donc ok, on a 5000 simulations, et sur quel effectif de population? Pour chacune de ces simulations là, on fait comme si on avait interrogé combien de personnes? Voilà, donc de 5000 simulations avec un effectif de 100 effectivement, puisque c'est un ou non de 100, et donc c'est le petit n ici, et le petit n c'est notre... en gros on fait comme si on avait interrogé 100 lycéens, euh, et qu'on leur avait demandé de choisir un nombre entre 1 et 100 à chacun de ces 100 lycéens. Donc avec un effectif de 100 pour chacune de ces 5000 simulations. Ok. Alors, faire tourner ce programme et donner la fréquence la plus représentée. Euh, pour ça, donc, il y a besoin des instructions repère.hist ici, donc pour créer un histogramme. Alors, je l'ai fait, je vais juste vous l'afficher. Donc voilà ce qu'on obtient en histogramme quand on le lance 5000 fois. Alors on peut dire que c'est quoi la fréquence la plus représentée? Alors ça se voit bien de toute façon dans celles que j'ai lancées déjà. A priori, quelle est la fréquence qu'on obtient le plus souvent? Ah mince, là c'est pas... Hop. Si j'affiche liston, ouais, c'est pas très précis. Ouais, ça peut pas être assez précis ici parce que c'est pas vraiment 0. Ça doit être 0,001, hein, le nombre qui est ici. Bon, il n'y a pas les gradations qui sont affichées. Mais donc, ce grand, cette grande barre là dans notre histogramme, c'est pour la fréquence 0,001. Bon, ce qui est quand même cohérent, étant donné que pour chacun des élèves interrogés, il y a une fréquence de... Attendez. Ah oui, c'est que... Bon, doit y avoir des erreurs dans le manuel en fait. Enfin, il n'y a pas la même chose dans mon manuel et à l'écran. Euh, Ouais, je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont un peu mélangé. Là, il y a 1% alors que là, il n'y en a pas. Et moi, sur mon manuel, j'ai pas les zéros en fait. Bon, on va garder ce 0,00111. Je pense qu'il faut enlever le pourcent ici. Je pense que c'est une erreur. Ou alors, il faut enlever deux zéros. Mais tant pis. Euh, mais donc, la fréquence qu'on obtient le plus souvent, d'après l'histogramme, ce sera 0,001. Donc, ce qui correspond bien à nos 0,00111 qu'on avait ici, mais sans le pourcent, parce que sinon ça marche pas. Pourcent, ça voudrait dire qu'il faudrait rajouter encore 2 zéros, donc je pense que c'est trop. Euh, mais donc c'est ce qu'on obtient le plus sur, sur 5000 échantillons. Alors en question 4, on vous demande de modifier le programme pour afficher la fréquence la plus basse observée, puis la plus haute. Alors là par contre il y a besoin d'utiliser des, euh, des commandes que vous connaissez pas, mais bon, qui sont quand même assez simples, puisque nous, ce dont on a besoin, c'est dans liston, là, c'est de trouver la plus petite et la plus grande. Mais pour avoir la plus petite, il suffit de demander le minimum, donc avec min, euh, dans liston, donc ça nous répond 0, et pour trouver la fréquence maximale, on fait max liston, et ça nous répond ici 0,03. Donc pour avoir le minimum et le maximum dans une liste, il y a les commandes min et max euh, qui sont assez pratiques. Donc ici,
minimum 0 et maximum 0,03. Bon, on va peut-être les mettre quand même dans le pense-bête Python, ces commandes min et max. Donc reprenez votre pense-bête Python et donc nouvelle fonction. Donc min et max. Donc qui permettent d'obtenir le minimum et le maximum d'une liste. Par exemple, si je rentre min et que entre parenthèses je mets la liste 3, 8, 7 et 2, là ça va me répondre 2. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus d'explications. Bon, donc voilà pour cet exercice 70. Bon, j'ai l'impression qu'il était un peu compliqué pour vous au vu de vos retours sur les premières questions. Bon, c'est pas grave. Donc on va passer à la dernière activité de la feuille de route. Donc l'activité, ça doit être l'activité 4. Alors encore sur l'algorithmique. Alors au CRAPS, où l'on prend en compte la somme des 2D, le 7 a une importance. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà joué au craps. Bon, vous avez sûrement déjà vu des gens jouer au craps au cinéma, puisque dans les films où ils vont au casino, les gens, quand ils lancent 2D d'un coup, là, c'est qu'ils sont en train de jouer au craps. Donc je pense que vous avez déjà vu ce genre de choses. Et donc, on lance 2 dés et on fait la somme des deux faces qu'on obtient. Mais quand on a un 7, alors ça dépend si on a parié, que, parce que tout se joue sur les paris après. Donc si on parie qu'il va y avoir un 7, c'est bien. Mais sinon, en fait, ça fait changer de joueur. Enfin, ça passe au joueur suivant quand on a un 7. Et grosso modo, on joue tant qu'on n'a pas obtenu un 7. Donc il est important d'étudier, enfin si on étudie les craps, il est important d'étudier la fréquence avec laquelle le 7 va apparaître. Alors déterminer la probabilité d'obtenir une somme égale à 7 lors du lancer de 2 dés à 6 faces équilibrées, donc 2 dés normaux. Quand on lance 2 dés, quelle est la probabilité d'obtenir un 7 quand on fait la somme? Alors est-ce que vous avez une idée de comment on peut déterminer cette probabilité?
déjà quand on lance 2 dés et qu'on fait la somme, qu'est-ce qu'on a comme issue possible? Donc si on note S, la somme obtenue, S peut être égal à quoi? C'est quoi les valeurs possibles pour la somme de 2 dés? 0, non, un, Ça peut être 2, égal à 3, 1. 4, 5. Ouais. Alors il Non, faut... 2 plutôt. Voilà, 2, hein, puisque sur les 2 dés, au minimum, bah, on obtient 2 1 en fait. Donc le Oui. minimum qu'on peut avoir c'est 2, ok. 3 et Et ça va 4. jusqu'où après? Ah, bah, jusqu'à 12. Ok. Bon, alors parmi ces possibilités, est-ce qu'il y en a qui arrivent plus souvent que d'autres a priori? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de cas de figure qui arrivent plus souvent que d'autres? Par exemple, le 2. Le 2, qu'est-ce qu'il faut obtenir pour l'avoir? Enfin, je viens de le dire. Bah, un et un. Voilà, donc ça fait qu'une seule. Enfin, est-ce qu'on a de grandes chances d'obtenir ça ou pas? Non, Voilà, c'est donc une si on doit chance sur choisir un. 12. Alors Ah, oui. attention parce que ce sera pas sur 12 justement, parce que toutes les issues ici sont pas équiprobables. On n'a pas la même probabilité d'obtenir le 2 que d'obtenir le 3, etc. Alors par exemple le 12, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un 12? Bah, faut que les 2 dés tombent sur 6. Voilà, donc quelque chose qui arrive aussi pas très très souvent. Mais par contre, si je veux faire un 5 par exemple, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux avoir pour avoir un 5? 3, 2. 3, 2, ok. Est-ce que c'est la seule possibilité? Ouais. Il n'y a que 3 et 2 qui marchent? Hmm. Alors s'il y a 3 et 2 qui marchent, en fait, il y a 2 et 3 qui marchent aussi, hein. Donc ça fait deux possibilités déjà. Mais il y en a deux autres quand même, pour obtenir un 5 à part 2 et 3. Ah, 4, 1. Voilà, 4 et un, ok. Et donc bah, dans l'autre sens, il y a un et 4. Ok, oui, très bien, Pauline. Hein, donc ça fait en fait 4 possibilités pour obtenir un 5. Donc en fait, le 5 il va arriver, euh, enfin, il a une probabilité 4 fois plus forte d'arriver que le 2 par exemple ou le 12. Parce que le 2 et le 12, bah, vous avez qu'une seule possibilité. Bon, alors, euh, il va falloir donc compter le nombre total de possibilités et essayer de voir combien de possibilités vont nous donner un 7. Alors, pour faire ça, le plus simple, pour le voir, alors vous l'avez déjà peut-être fait en seconde, mais le plus simple, c'est de créer un tableau. Et dans ce tableau, bah, on va mettre toutes les possibilités. Donc, hop, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça c'est pour le dé numéro 1. Là vous mettez le dé numéro 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous complétez après ce tableau. Alors bon, j'ai pas fait des cases parce que déjà c'est étonnant que j'ai réussi à faire des traits à peu près droits. Je vais pas me risquer à tous les faire. Euh, mais donc vous remplissez ce tableau en faisant la somme à chaque fois. Et comme ça on aura toutes les possibilités qu'on peut avoir. Alors déjà ça nous en fait combien là des possibilités en tout?
Dans ce tableau, il y a combien de cas possibles? Alors 12, non, alors déjà il y a pas 12 valeurs ici, il n'y en a que 11. Mais il n'y a pas que 12, il y a pas que 12 cases là, dans mon tableau. En fait, il faut mettre quoi? Les valeurs dans le tableau? Oui, bah là par exemple, si le D1 vaut 1 et que le D2 vaut 1, bah ça veut dire que la somme, ça vaut 2. Bon, par contre, si le D1 vaut 2 et que le D2 vaut 1, bah, ça Ça me fait une fait. somme égale à 3. Et bah Ah voilà, bon? il faut compléter tout ça de cette façon-là. Bon, ça va assez vite, hein. Voilà, on a 36 possibilités, hein, 6 fois 6. Donc ça nous fait 36 cas de figure différents. Bon, je vous laisse 30 secondes là pour compléter ce tableau. Et comme ça, on va pouvoir déterminer les probabilités en, en comptant dans le tableau combien il y a de possibilités pour obtenir bah, le 7 par exemple. Donc là, bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3. Ça va assez vite à compléter, hein, puisque à chaque fois ça augmente de 1 d'une case à l'autre. Voilà. Et donc là par exemple, si je voulais calculer la probabilité que S soit égal à 10, ce sera égal à quoi? Combien j'ai de cas possibles pour obtenir un 10 en faisant la somme des deux? Alors combien j'ai de fois le nombre 10? 3 fois, ok. Et donc ça me fait quoi comme probabilité? C'est quoi la probabilité que grand S soit égal à 10? Ben, les 3. 3 sur 10. Ah non, 3 sur 12. Sur 12? Non, 36. 3 sur 36. Voilà, 3 Euh, sur 36, hein. 36. oui, c'est pas Hein, ça. on a 3 cas de figure qui vont marcher sur les 36 pour avoir, euh, pour avoir le 10, donc ça nous fait une probabilité de 3 sur 36, par exemple. Alors nous, dans cette question, donc comme c'était pour le CRAPS, nous, ce qui nous intéressait, c'était d'obtenir le 7. Alors c'est quoi la probabilité d'obtenir 7? 6. Alors c'est pas une probabilité, attention. Voilà, 6 sur 36. Mais il faut pas oublier le sur 36, quand même. Alors ça fait combien ça quand on simplifie? 6 sur 36. Un sur 6. Ok, très bien. Donc une probabilité d'1 sur 6 d'obtenir le 7. Alors le 7, bon, tous les 7 ils sont là, en diagonale. Hop. Et en fait, enfin, ce qui est un petit peu vicieux, c'est que bah, le 7, en fait, c'est la valeur qui va apparaître le plus souvent quand on fait la somme de 2D. Donc c'est pour ça que au CRAPS, euh, c'est assez particulier là, puisque enfin, il n'a pas été choisi au hasard. Le fait qu'on passe au joueur suivant quand on fait un 7, bah, c'est que c'est la valeur qui apparaît le plus souvent. Donc, une fois sur 6, on est censé faire un 7. Enfin, on a une probabilité en tout cas d'1 sur 6 de faire un 7 quand on fait la somme des deux. Alors, question 2.
lorsqu'on lance 18 fois les dés, obtient-on toujours 3 fois une somme égale à 7 ? Donc si on lance 18 fois les dés, sachant qu'à chaque fois on a une chance sur 6 d'obtenir un 7, est-ce que ça veut dire qu'on va toujours obtenir 3 fois le 7 ? Oui ou non ? On est obligé d'avoir 3 fois le 7 ? Voilà, pas forcément, hein. Il y a une fluctuation. Alors, le 3 en fait, c'est ce qu'on peut espérer obtenir, mais c'est pas obligé que ce soit 3. Ok. Donc, pas forcément. Puisque il y a une fluctuation. Mais donc pour essayer de voir cette fluctuation-là, pour la suite de l'activité, bah, on va utiliser encore une fois Python pour pouvoir simuler cette somme de 2D et essayer de voir de quelle manière vont fluctuer les valeurs autour bah, en fait, de ce 1 sur 6 là, en regardant encore une fois les fréquences, en tirant plusieurs échantillons, comme on l'a fait dans pas mal d'exercices jusqu'à maintenant. Donc pour ça, on va compléter le programme donc, qui est sur https replit@romangoro/fréquence7 pour pouvoir calculer les fréquences d'apparition du set pour 1000 échantillons de 50 lancés. Donc on va le compléter ensemble. Donc là vous avez un programme donc, qui est quasiment vide pour l'instant, même si il ressemble quand même beaucoup au programme qu'on a vu précédemment. Donc on importe au début le module lycée, ensuite on a une fonction qui s'appelle lancer avec un petit n en paramètre. Donc dans cette fonction lancer, on a un x qui commence à 0, ensuite on a une boucle avec un D1, un D2 et quelque chose qui se passe pour le x si on observe quelque chose. Il y a un f qui se calcule ici et une certaine valeur à retourner. Et ensuite vous avez donc une liste grand F dans laquelle il faut rajouter quelque chose avec une boucle encore une fois. Alors, on va peut-être commencer par la liste, par la fonction lancée ici. Alors dans cette fonction, donc le x il commence à 0 et ensuite on a une boucle. Alors qu'est-ce que je vais mettre dans cette boucle ici? Enfin cette boucle là je vais la répéter combien de fois? Une fois. T'as dit combien Rusty? N. 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 Ok, très bien. Hein. On veut lancer n et à chaque fois, bon, c'est la taille de notre échantillon. Donc là, effectivement, ce sera le paramètre de notre boucle puisqu'on veut, on veut simuler n lancé. Ok. Alors, qu'est-ce que je mets dans le D1 là? D1, c'est rand int. Qu'est-ce que je vais mettre entre parenthèses? Qu'est-ce que je dois mettre dans randint pour simuler un lancer de dés? Et je crois d'ailleurs qu'on l'a mis dans le pense-bête Python.
Tout le monde se souvient de ce à quoi ça sert la fonction rendint? Je sais plus c'est quoi. Répétition. Non, ça sert Répète. pas à faire une répétition. Bah, reprenez votre pense-bête Python. Qu'est-ce qu'on a écrit dans le pense-bête Python pour rendint? On a dit Ah, que ça obtenir servait un nombre aléatoire. entre quoi? Bah, reprenez le pense-bête Python, hein. Rendint permet d'obtenir un nombre entier aléatoire. Et qu'est-ce qu'on a mis après? Et quand j'écris les choses, faut peut-être les écrire aussi, hein. Bah, entre A et B. Ah, ok, bon, tu l'as écrit, très bien. Oui, entre A et B. Et ça, c'est quand on écrit rendint AB. Donc là, si on veut lancer un dé, ça veut dire que notre nombre aléatoire, il faut le prendre entre quoi et quoi? Pour un lancer de dé. Un dé, ça nous donne un nombre aléatoire entre quoi et quoi? Bah, 1 et 6. Voilà. Donc on met 1 et 6. Comme ça lance le dé. Bon, D2, bon, évidemment, je fais la même chose. Pour avoir là aussi un nombre aléatoire entre 1 et 6. Alors, on arrive à notre instruction if qui va changer la valeur de x. Alors, qu'est-ce qui se passe pour x et dans quel cas? Alors, sachant que notre x, il a commencé à 0, ça veut dire qu'à chaque fois que notre condition est vérifiée, là, le x, qu'est-ce qui va lui arriver? Il change. Alors, il change, mais quelle opération on va on va lui faire subir? X, ça va être égal à quoi? Alors, qu'est-ce qui nous intéresse là sur nos 2D? On va regarder quoi sur les 2D? Une fois qu'on les a lancés, qu'est-ce qu'on regarde après? Qu'est-ce qu'on regarde depuis le début de l'activité là? On veut savoir si on a quoi? Ah, on regarde Voilà, et on regarde la somme de B. si la somme elle est. Hmm. Qu'est-ce qu'on regarde sur cette somme? On fait la somme. Alors c'est quoi la somme des 2D là? Comment je vais l'écrire? 12. Bah non. Les 2D c'est pas 6. Comment je fais pour que mon programme Python calcule la somme des 2D? Parce que je peux pas écrire somme des 2D comme ça. Ça marche pas ça. Qu'est-ce que je peux mettre à la place? Qu'est-ce que je peux écrire? D1 plus, enfin, DE1, enfin, D1 plus 2. Ok, très bien. Et qu'est-ce que je vais regarder une fois que j'ai fait la somme? Donc si D1 plus D2, qu'est-ce que je regarde sur cette somme? Cette somme, on a regardé quoi sur cette somme depuis le début de l'activité là? Voilà, si on tombe sur 7 ou pas. Donc si D1 plus D2 est égal à 7, alors là il faut mettre 2 égal, hein, quand on est dans une condition comme ça. Parce qu'un seul égal c'est pour une affectation et là c'est pour vérifier une condition. Donc il faut en mettre 2. Mais bon, si vous en mettez un seul en exercice, c'est pas très grave, je vous compterai pas faux. Mais juste sur ordinateur, si on n'en met pas 2, ça marchera pas. Alors, si D1 plus D2 c'est égal à 7, qu'est-ce qu'on fait à notre petit x?
Et là, c'est la même chose sur tous les programmes qu'on a vus là, depuis une semaine ou deux. Notre x qui commence à 0, à chaque fois qu'on vérifie la condition, que ce soit avec un random ou avec ici un lancer de 2D, qu'est-ce qu'on fait si c'est vérifié? Si on a bien une somme égale à 7, notre x, qu'est-ce qu'il va devenir? Bah, elle change. Bah oui, il change, mais comment est-ce qu'on indique comment il va changer? Bah, regardez les programmes qu'il y a page 162. C'est toujours la même chose, le changement. À chaque fois, on avait un truc qui commençait à 0, et à chaque fois qu'on vérifiait la condition qui nous intéresse, là, bah, ce truc-là, il changeait d'une certaine manière. Par exemple, sur l'exercice 68, on comptait... C'est pas x égale x plus 1, comme ça? Voilà. On lui rajoute plus 1, donc x égale x plus 1. Ok. Puisque donc notre x, bah, ça va compter le nombre de fois où la somme est égale à 7. Donc à chaque fois que c'est égal à 7, donc si d1 plus d2 c'est égal à 7, bah, on rajoute 1. Ok. Alors notre f maintenant, donc on sort de la boucle. Le f, ça va être ça va correspondre à quoi? C'est f comme quoi? Question pas très dure. Alors dites-moi vite fait là. C'est f comme quoi? C'est pour calculer quoi ce f? Bah quand même. Bon là vous m'inquiétez un peu là quand même. Bah, pour calculer la 7. La quoi? 7. Bah oui mais ça veut rien dire ça calculer la 7. La somme, quoi. Ah c'est f comme somme? Non. Bah c'est f comme quoi? La fréquence. Ah bah oui, fréquence, ok. Donc comment est-ce qu'elle se calcule cette fréquence maintenant? Donc on a x qui compte le nombre de fois où on a obtenu le 7. Donc à la fin de la boucle, bah, le x est égal au nombre de fois où on a obtenu le 7. Comment est-ce que je calcule la fréquence maintenant? Et on a vu dans l'exercice 70, il y en avait une fréquence qui était calculée à un moment. Ah bon, on en a vu aussi avant. Bon, je donne la réponse, hein. C'est pas, on prend le n et on divise par... non, On divise par quoi? par 1. Comme ça? Ouais, mais entre parenthèses, hein. Et ça va me donner la fréquence, ça. Je sais pas. Oh là là, bah non, pas du tout. Enfin, il y a une division, mais c'est quoi divisé par quoi pour obtenir la fréquence? Bon, une fréquence, sachant qu'on a fait tout un chapitre sur les pourcentages et calcul de fréquence au début de l'année, quand même, bon. Alors, ben, on veut savoir le nombre, enfin la fréquence de fois où on a obtenu le 7. Donc, on fait le nombre de fois où on a obtenu le 7 divisé par le nombre total. Le nombre de fois où on a obtenu le 7, ben, c'est le x. C'est 6. Ben non, c'est pas 6. Ça dépendra du n de toute façon. Mais c'est aléatoire de toute façon le x. Le x, on a lancé plein de fois nos 2D, et puis bah, certaines fois, bah, le x il a augmenté de 1 quand on avait un 7. Donc c'est le x qui a compté le nombre de 7, pardon, et on divise par le nombre total de lancers. C'est quoi le nombre total? Bon bah c'est n. On a fait la boucle n fois ici. Donc on a répété notre lancée n fois.
Donc la fréquence, c'est x sur n. Non? C'est compliqué ça à trouver? Non. Ah, merci, tu me rassures. Et donc à la fin, bon bah si on veut que ça renvoie la fréquence, bon bah on fait return f. On aurait pu mettre directement return x sur n, ça aurait marché aussi. Il n'y avait pas forcément besoin des deux lignes. Donc voilà, on a notre, euh, notre fonction là qui va nous permettre de lancer n fois les 2D et de compter le nombre de fois où on a obtenu le set. Alors je pense pas que je vais pas pouvoir vous le lancer a priori parce que comme on a mis des petits points, enfin comme j'ai laissé les petits points ici, tant qu'on les aura pas complétés, on pourra pas lancer le programme. Ouais, je pense que ça ne voudra pas. De toute façon, il faut que ça charge. Donc, on verra la suite la prochaine fois. Pour la prochaine fois, alors ce sera pas jeudi puisque jeudi c'est férié, donc on fera pas court, donc ce sera dans une semaine. Alors je vous donne pas d'exercice, mais je vous donne un devoir maison à me rendre pour le jeudi de la semaine prochaine. Alors pour l'instant, vous pouvez faire l'exercice 1 et l'exercice 2 sans problème. Par contre, pour l'exercice 3, attendez qu'on ait fini l'activité 4 pour le faire. Enfin, vous pouvez faire questions 1, 2 et 3A, mais vous ne pouvez pas encore faire les questions B et C. Bon, de toute façon, c'est du Python, et à chaque fois, vous laissez ces questions. Donc, je sais très bien qu'il y en a qui ne regarderont même pas cet exercice, ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Enfin bon, laissez-le pour l'instant, et puis essayez de me donner tort en me rendant votre DM avec l'exercice 3 complété sérieusement. Ça me fera une surprise. Bref, donc voilà, donc le DM pour le jeudi de la semaine prochaine, en attendant pour l'exercice 3 pour l'instant, enfin, en tout cas pour la question 3 de l'exercice 3, mais le reste, donc avancez-vous bien pour pouvoir me poser des questions la semaine prochaine, parce que ce sera la seule séance pendant laquelle vous pourrez me poser des questions euh, avant, avant le jeudi de la semaine prochaine, donc avant de me rendre le DM. Donc avancez-vous bien déjà avant. Et si vous avez des questions à poser, de toute façon, vous pouvez toujours m'envoyer un mail d'ici à la semaine prochaine. Voilà, donc à la semaine prochaine et bon week-end. Au revoir.